Chers consoeurs, chers confrères, on va commencer, Inch'Allah, notre première présentation avec le professeur Asfalo Ilyas, euh, chef de service des explorations invasives au centre de cardiologie de l'hôpital militaire à Rabat, spécialiste d'imagerie cardiaque et enseignant à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Merci pour votre présence, Dr Asfalo. Donc aujourd'hui, on va traiter un sujet, un thème qui n'est pas traité tout le temps, donc, et d'une grande importance, car les mécanismes de la genèse de l'HTA, ils sont nombreux, et parmi lesquels on trouve l'hyperactivité sympathique. Aussi, il y a le désordre rénine-angiotensine, mais aujourd'hui, on va parler de l'hyperactivité sympathique. Donc, je vous laisse la parole, Oscar. Merci, cher ami, pour ton invitation. Je suis très ravi d'être parmi vous. Je remercie aussi les laboratoires MEC de m'avoir donné cette opportunité pour être parmi vous, pour vous parler d'un sujet, comme tu as dit, qui est très important. C'est vrai que sur le titre, c'est un titre un petit peu, on ne va pas parler trop de sciences fondamentales, parce que là, même si le titre paraît un peu bizarre, mais on va surtout parler des options thérapeutiques, et on va voir que ce qu'on va dire aujourd'hui va être vraiment des choses très très pratiques dans votre tâche quotidienne. Donc, si on parle aujourd'hui de l'hypertension artérielle, c'est pas par hasard. Et d'ailleurs, toutes ces sessions vont être consacrées à l'hypertension artérielle, mais je vais parler aussi d'autres choses. C'est quand on voit un petit peu la mortalité, ça c'est des statistiques de notre pays, et c'est un focus sur une population un peu jeune, de moins de 50 ans. Quand on voit la mortalité chez ces patients-là, ben on voit que sur le podium, il y a malheureusement l'hypertension, l'obésité et le cholestérol comme les principaux facteurs de risque qui vont mener à un décès de ces patients-là, pour vous dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour non seulement dépister l'hypertension, mais surtout la traiter, et encore mieux de bien la traiter. Il ne suffit pas d'avoir une ordonnance chez un patient, mais il faudrait toujours avoir en arrière-pensée qu'il faudrait toujours viser à bien donner la meilleure option thérapeutique qui va justement réduire la mortalité liée à cette hypertension artérielle. Sur cette session, je vais aussi vous parler de ces deux créatures, la tortue et le lapin, de magnifiques animaux qui sont diamétralement opposés. On va voir un peu qu'est-ce qui oppose, ou bien qu'est-ce qui met un petit peu en opposition ces deux créatures. Alors, avant de démarrer un petit peu mon topo, je vais juste vous parler des choses un peu pratiques, et je vais commencer par deux cas cliniques, des choses qu'on voit assez souvent et que vous devez voir assez souvent dans votre cabinet. Premièrement, le premier cas clinique, c'est un cas, j'imagine, qui serait très fréquent dans votre pratique. C'est M. Ahmed, 54 ans, chauffeur de bus, fumeur, connu hypertendu malheureusement, qui a été mis depuis un peu plus de 3 ans sous amlodipine 5 mg. C'est mieux? Parfait. Très bien. Donc, effectivement, c'est un patient qui est connu hypertendu. Il est sous amlodipine 5 mg, sauf que comme ce qui est le cas de la plupart de vos patients, j'imagine, et on partage le même constat d'échec, c'est qu'il n'a pas reconsulté de médecin depuis qu'il a été mis sous traitement par amlodipine, croyant que c'est bon, il a un traitement, il achète, il le prend et que les choses vont bien aller. Donc, pourquoi il revient? C'est parce que, comme ça, il est parti au laboratoire faire un petit bilan, et peut-être qu'on l'a un peu secoué, et il vient vous voir, pour vous montrer ce bilan, surtout cette glycémie à 2,2 et un peu de cholestérol et de triglycérides. Quand vous l'examinez, il a une tension à 155 sur 80, une fréquence cardiaque à 68 battements par minute. Le reste d'examen cardiaque est sans particularité. Donc, effectivement, ce qu'on constate, c'est que ce patient a été perdu de vue pendant 3 ans, et il revient avec un diabète qui est apparu en cours de route. Et surtout, vous constatez que sa pression artérielle, malgré un traitement antihypertenseur à base d'amlodipine, qui est au passage un super antihypertenseur, mais malheureusement, parfois, ce n'est pas suffisant, et ce n'est pas un hasard qu'il est souvent retrouvé dans les combinaisons, soit sous forme de bi ou bien de trithérapie.
Et du coup, votre patient, qui pourrait aussi être mon patient, a une tension clairement mal équilibrée. Là, sur ça, on est bien d'accord. Si j'arrive à prendre ce patient en charge, je vais arrêter l'amlodipine 5 mg pour la simple raison que c'est plus suffisant chez lui. Je vais le mettre sous bithérapie à base de valsartan, amlodipine. J'aurais pu mettre beaucoup d'autres combinaisons associant 2 antihypertenseurs. Je vais mettre le patient sous faible dose de metformine parce qu'il a un diabète. Et bien sûr, je vais mettre bien axé sur pas mal de recommandations concernant son hygiène de vie, notamment un régime peu salé, l'arrêt du tabac, un régime diabétique et lui conseiller plus d'activité physique. Clairement, la glycémie et un cholestérol total et triglycérides, ce n'est pas suffisant. Je vais devoir compléter le bilan par le reste du bilan de retentissement du diabète et de l'hypertension artérielle. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur ma prise en charge. Vous faites pareil, vous aurez pu faire pareil ou pas. J'ai dit que j'aurais pu mettre d'autres combinaisons, mais l'essentiel, c'est de dire au patient que votre amlodipine, peut-être qu'il était suffisant il y a 3 ans, maintenant il ne l'est plus, et on doit passer vers une combinaison, une bithérapie. J'aurais pu mettre du perindopril amlodipine, j'aurais pu mettre beaucoup d'autres combinaisons qui sont disponibles sur le marché, pas forcément le valsartan. 2. Blouse blanche. C'est possible. Mais je suis parti du constat que c'est un patient qui est déjà connu hypertendu, traité, sauf qu'avec le temps, vous savez que l'hypertension progresse et du coup, le traitement qui a pu être suffisant à un certain moment peut ne pas l'être après quelques années d'évolution. En tout cas, moi, j'aurais géré le patient comme ça. Pour les statines, on ne peut pas le mettre d'emblée parce qu'il faudrait faire un bilan lipidique plus complet pour voir le taux de LDL, parce que comme vous savez, on raisonne plus sur le LDL cholestérol et sur le niveau de risque cardiovasculaire du patient, beaucoup plus que sur le cholestérol total. Deuxième cas clinique qu'on va discuter, c'est M. Rama, 48 ans, celui-là, il est cadre de banque, il consulte pour une dyspnée d'effort. Et ce patient, il mesurait déjà sa pression artérielle chez le pharmacien et il avait toujours des chiffres élevés qu'il a négligés. Et il se décide enfin de venir vous voir pour mettre le point sur son état de santé. Donc, c'est un patient qui est en surpoids, il a un IMC à 32 kg par mètre carré et vous lui trouvez une tension à 145/90, une fréquence cardiaque à 87 cycles par minute. Le reste de l'examen est sans particularité. Chez ce patient-là, vous lui demandez quand même un petit bilan avant de démarrer le traitement et vous le revoyez. Et donc, sur ce bilan, la numération était normale, l'ionogramme normal, les chiffres de glycémie étaient dans les normes, la fonction rénale, l'acide urique était dans le vert. Chez ce patient-là, donc même constat, on constate qu'il a au moins deux choses un peu alarmantes. D'abord, il est en surpoids, pour ne pas dire une obésité importante. Il a une tension normale ou élevée. Donc, il est même avec des chiffres qui ne sont pas très élevés, l'hypertension artérielle, il y a un seuil à partir duquel on va dire que le patient est hypertendu. Donc, il a 145/90, c'est vrai que c'est une hypertension artérielle qui est grade 1. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'on a une grade 1 qu'on va le négliger, l'ignorer. Il faudrait aussi le prendre en charge correctement, justement parce qu'il est jeune et parce qu'il a encore des années à vivre et il faudrait vraiment la traiter de manière optimale, justement pour lui éviter des complications liées à cette hypertension artérielle, même si elle est, disons, un grade léger. Alors, chez ce patient-là, ce qui est un peu aussi intriguant, je ne sais pas, est-ce que vous faites attention à la fréquence cardiaque? Est-ce que vous faites systématiquement un électrocardiogramme chez votre patient? Oui, non? Parfois? La fréquence cardiaque? Oui. Est-ce que vous la prenez? Est-ce que vous la prenez en considération avant de choisir le traitement? À quel moment vous êtes un petit peu secoué par la fréquence cardiaque, intrigué par la fréquence cardiaque, alarmé? 120, 130? 100? 80? Est-ce qu'au-delà de 80, vous êtes un peu pas à l'aise? Ou bien vous attendez les 120, 100 pour dire attention, il y a problème?
75, très bien. C'est pas ça. Là, très bien. Donc, si vous ne faites pas attention, bien, pour ceux qui ne font pas trop attention à la fréquence cardiaque, je vous conseille, surtout maintenant que j'imagine que pratiquement tout le monde utilise les tensiomètres automatiques et vous avez plus d'aisance pour avoir sur le même afficheur aussi bien la pression artérielle systolique et diastolique, mais également de manière assez aisée la fréquence cardiaque. Et je vous conseille, fortement à faire attention à ce paramètre. Si on le mesure, c'est qu'il a une importance. Et voilà, pour ceux qui attendent des fréquences cardiaques très élevées pour s'alarmer ou bien pour chercher une cause ou bien pour, chercher un traitement, je vous dis que voilà, la fréquence cardiaque, comme on va le voir, commence à être dérangeante, à être un facteur de mauvais pronostic à partir de 80 dans les recommandations. Si à partir de 75 aussi, c'est un facteur, on va le voir, un marqueur de mauvais pronostic chez les patients. Bien sûr, à chaque fois que vous avez une fréquence cardiaque élevée, il faut toujours vérifier s'il n'y a pas d'autres raisons, soit un peu d'anxiété au moment de la consultation. Si elle est trop élevée, voir s'il n'y a pas d'autres causes, de l'hypoxie, une infection, une fièvre, une douleur, une anémie, une hyperthyroïdie. Mais sur quoi je veux insister, c'est que des fréquences cardiaques, même au-delà de 80, on va voir que c'est un marqueur qui doit attirer votre attention et qui doit surtout vous amener à changer ou bien à choisir des options thérapeutiques qui vont cibler aussi bien l'hypertension artérielle et la fréquence cardiaque. Chez ce patient, par exemple, moi, si j'avais à le traiter, un patient jeune, un travail un petit peu stressant, comme tous les cadres supérieurs, moi, bien sûr, je vais lui conseiller pas mal de mesures non médicamenteuses, comme un régime peu salé, comme l'encourager à perdre un peu de poids et avoir une activité physique régulière, et surtout trouver des solutions pour réduire un petit peu le stress, ce qui est parfois pas du tout facile dans des contextes, surtout professionnels, un peu compliqués, comme c'est le cas de beaucoup de patients. Sur le plan thérapeutique, moi, je l'aurais mis sous bisoprolol 5 mg pour commencer, monothérapie. Et on va voir est-ce que c'est une bonne chose pour deux patients, disons pour deux patients qui ont tous les deux une hypertension artérielle grade 1. J'ai choisi pour eux deux options thérapeutiques. D'un côté, chez M. Ahmed, une combinaison, valsartan, amlodipine ou autre. Ça peut être beaucoup d'autres combinaisons associant un IEC-ARA2 avec soit un diurétique ou bien de l'amlodipine. Et de l'autre côté, on a M. Omar, chez qui j'ai opté d'emblée vers un bêta-bloqueur. Bien sûr, les deux patients hypertendus vont se rejoindre sur les mêmes règles d'hygiène de vie qui doivent, disons, prendre aussi, au sérieux. Alors, si pour la même pathologie, on a deux options thérapeutiques, c'est qu'on va devoir revenir un petit peu à ce qui est fondamental. Dès le moment qu'on parle d'hypertension artérielle essentielle, il faut imaginer qu'il n'y a pas une seule cause qui va expliquer l'hypertension artérielle. Ce n'est pas moi qui va vous dire que les ARA2 ou les IEC ne sont pas des médicaments hyper utiles chez pas mal de patients, mais sachez que quand on parle d'hypertension essentielle, c'est des mécanismes physiopathologiques très, très nombreux qui vont être impliqués à des proportions un peu différentes en fonction du profil des patients pour expliquer l'hypertension artérielle. Donc, ça serait, disons, une erreur, bien une grande erreur d'oublier ces mécanismes physiopathologiques et de considérer tous les hypertendus comme des patients avec des chiffres élevés à qui on va donner toujours la même ordonnance. Ça, c'est pas une bonne chose pour le patient. Il faut toujours voir le patient, essayer de voir quelle est l'option thérapeutique qui va être la plus utile et la plus rentable chez le patient, parce qu'on ne va pas viser que réduire la pression artérielle, mais surtout beaucoup de bénéfices en plus de la réduction de la pression artérielle et avec toujours en arrière-pensée que ce qu'on vise essentiellement, c'est de réduire la mortalité cardiovasculaire chez nos patients et de protéger leurs organes cibles, aussi bien le cœur en premier lieu, mais aussi les reins et le cerveau. On n'a pas oublié notre tortue et notre lapin. Je vais juste vous rappeler que ça, c'est des choses que même les enfants connaissent. La tortue, elle est connue par sa lenteur. Elle est capable de traverser environ 250 mètres en 1 heure. Alors que le lapin, quand il se déplace, vous savez très bien qu'il est très rapide.
il a une vitesse de course de 40 km par heure. On revient un peu à notre hypertension artérielle. Comme vous le savez, cette année, il y a parution, disons, des guidelines de la Société européenne d'hypertension artérielle qui a un peu, encore une fois, mis le point sur les différents aspects de la prise en charge diagnostique et thérapeutique de l'hypertension artérielle avec des changements, des choses qui ont été confirmées, des algorithmes qui ont été confirmés, mais aussi beaucoup de changements. Et on va juste vous rappeler que ça, c'est des choses que vous connaissez déjà, c'est que quand on a de l'hypertension artérielle, il faudrait bien évidemment la classer grade 1, 2, 3, et surtout en fonction du niveau de risque cardiovasculaire, on va devoir soit dans quelques situations temporiser un petit peu ou bien démarrer quelques mesures hygiéno-diététiques avant de démarrer le traitement, mais dès le moment qu'on a du grade 1, 2 ou 3 ou alors du grade 1 avec un niveau de risque cardiovasculaire élevé, il faudrait, une fois confirmé l'hypertension artérielle, et chercher bien évidemment tout ce qui peut un petit peu surestimer les pressions artérielles, démarrer le traitement. Et sur quoi je vais insister? Sur la nécessité de traiter, mais non seulement traiter, mais de contrôler la pression artérielle. Et vous avez un délai de 3 mois à partir duquel vous êtes, disons, censé amener le patient à un bon équilibre tensionnel. D'accord? Alors, les objectifs de traitement, je vais juste rapidement vous faire passer un message très important, c'est que les objectifs thérapeutiques chez les patients vont essentiellement dépendre de l'âge du patient. Tout d'abord, il ne faudrait pas trop baisser la pression artérielle. La ligne rouge à ne pas franchir, il ne faut pas essayer de ramener les patients à des chiffres à moins de 120 pour la systolique, à moins de 70 pour la diastolique. D'accord? Il faudrait être un peu plus doux dans vos objectifs thérapeutiques et surtout prendre en considération l'âge du patient. Chez les patients relativement jeunes, de moins de 65 ans, il faudrait de préférence les ramener à une marge entre 120 et 130, c'est suffisant, ne pas viser beaucoup plus, enfin beaucoup moins. Pour les patients un peu plus âgés, 65-80, et là, on commence à les voir de plus en plus, il faudrait encore être plus doux. Les ramener entre 130 et 140, ce serait un objectif relativement correct. Si le patient tolère bien votre traitement, vous pouvez le faire baisser à entre 120 et 140, mais 130-140, vous êtes top. Pour les patients un peu plus âgés, de plus de 80 ans, attention, allez très très doucement, vous pouvez les garder entre 140 et 150 pour la systolique. Si les patients tolèrent bien leur traitement antihypertenseur, vous pouvez à ce moment-là les ramener à 130-140. Mais compte tenu de l'âge, essayez d'avoir des objectifs qui vont être efficaces et bénéfiques pour le patient sans pour autant baisser trop la pression artérielle parce que vous risquez de compromettre la fonction rénale et augmenter le risque de bas débit cérébral quand vous baissez trop la pression artérielle. Comment est-ce qu'on peut amener les patients à un bon équilibre tensionnel? Sachez que le fondamental de la thérapeutique repose sur les différentes classes thérapeutiques princeps, les IEC-ARA2 comme bloqueurs du système rénine-angiotensin-aldostérone, les diurétiques, les anticalciques, mais aussi les bêta-bloqueurs. Donc ça, c'est disons, les principaux options thérapeutiques. Après, bien évidemment, chez les patients qui sont résistants ou mal tolérants à certaines de vos molécules, on peut à ce moment-là aller à d'autres thérapeutiques, mais qui sont en seconde ligne. Si on a ces 5 classes thérapeutiques comme base de traitement de nos patients hypertendus, c'est qu'ils sont tous efficaces et bénéfiques chez les patients. Bien sûr, la tendance étant de combiner les antihypertenseurs en fonction du profil du patient et en fonction du niveau de la pression et du niveau de risque cardiovasculaire. Et toutes les combinaisons sont possibles, sauf associé IEC-ARA2. On peut combiner, comme vous le savez, IEC anticalcique, IEC diurétique, bêta-bloqueur anticalcique, bêta-bloqueur diurétique. Toutes les combinaisons sont possibles, soit en combinaison fixe, soit en combinaison libre. Sur la stratégie thérapeutique, vous avez une stratégie qui va vous servir pratiquement chez la plupart de vos patients. Là, c'est ce que vous voyez ici. Je ne vais pas insister dessus parce que certainement, dans les différentes réunions sur l'hypertension, vous savez qu'on va vous dire que pour la plupart des patients, IEC-ARA2 et diurétique ou IEC-ARA2 anticalcique sont les molécules qui vont vous permettre d'équilibrer le maximum de vos patients. Ceci dit, je vais insister sur le
petit côté d'algorithme qu'on voit un peu moins quand on lit rapidement les recommandations, c'est est-ce que les bêta-bloqueurs ont encore de la place chez nos patients. Clairement, s'ils font partie des molécules princeps et fondamentales pour, comme un antihypertenseur, c'est qu'ils sont encore bénéfiques, ils ne sont pas encore retirés du marché, je vous rassure. Et surtout, je ne vais pas parler de juste qu'ils sont là, mais ils sont utiles et même parfois mieux chez certains patients. Et on va voir quels sont les patients qui vont le plus tirer bénéfice de bêta-bloqueurs, soit en monothérapie, soit en combinaison avec d'autres classes thérapeutiques. Alors, ça nous ramène à parler un petit peu des places, ou bien de la place des bêta-bloqueurs, et je sais que, surtout pour les médecins un peu qui ont eu cette phobie des bêta-bloqueurs, parce que quand on enseignait les bêta-bloqueurs, c'était les bêta-bloqueurs de première génération, et on axait plus sur les contre-indications et sur les précautions, plus que sur les bénéfices, et on devait chercher toutes les contre-indications possibles et imaginaires. Maintenant, sachez qu'il faudrait avoir beaucoup moins peur des bêta-bloqueurs, puisqu'on peut les prescrire de manière beaucoup plus aisée, à condition de respecter certaines règles. Alors, si les bêta-bloqueurs sont utiles, entre autres comme antihypertenseurs, c'est que quand on revient à ces mécanismes, il y a des mécanismes qui sont multiples, et parmi les mécanismes, on a bien évidemment l'implication chez un certain nombre de patients, pour ne pas dire chez tous les patients, il y a une part d'implication de l'hyperactivité sympathique. C'est vrai que chez les patients, on va avoir l'implication plus prépondérante de l'un des mécanismes par rapport à d'autres, mais quand on voit pratiquement tous les patients, ils vont avoir l'implication aussi bien du système rénine-angiotensin-aldostérone, de l'hyperactivité sympathique, mais aussi de la teneur sodique totale de l'organisme. Bien sûr, en fonction du profil du patient, on va avoir un peu plus de prépondérance d'un mécanisme par rapport à d'autres. Pourquoi on parle de ces choses-là qui sont un peu de la physiopathologie? C'est parce que ça va vraiment conditionner votre option thérapeutique, parce que si on a des mécanismes multiples, c'est que quand on va combiner les thérapeutiques, ça va être beaucoup plus efficace et synergique. Et si on choisit les meilleures options thérapeutiques, eh bien on va cibler ou bien on va freiner le mécanisme le plus prépondérant chez nos patients. Maintenant, tout le défi, c'est de choisir un petit peu, ou bien de flairer, ou bien de diagnostiquer quels sont les patients qui ont une hyperactivité sympathique plus exagérée que d'autres. Eh bien, en gros, le profil du patient avec une hyperactivité sympathique, c'est un patient qui est jeune. Ça, c'est physiologique. Quand on est jeune, on a l'activité du système nerveux sympathique qui est très importante. Et avec l'âge, on va avoir un équilibre d'abord entre le sympathique et le parasympathique. Et chez les patients âgés et très âgés, on va avoir l'inversion de la chose avec le système parasympathique qui va prendre un petit peu le dessus par rapport au système sympathique. Le mode de vie, quand on a un mode de vie, soit professionnel, soit familial, qui est stressant, et ça, on le voit de plus en plus, le stress, c'est parmi les choses qui vont encore stimuler le système le système nerveux sympathique. Il y a aussi des choses auxquelles on pense jamais, c'est le tabagisme, c'est l'obésité. Là aussi, ce sont deux choses qui sont fortement impliquées, ou bien qui sont fortement stimulantes du système sympathique. En gros, quand vous avez un patient jeune, quand je dis jeune, c'est pas les 20 ans, c'est moins de 50 ans, pour ne pas dire moins de 60 ans, c'est des patients chez qui l'hyperactivité sympathique est très importante. Un patient avec un profil de stress, et là, vous allez le remarquer, dès qu'il va rentrer, la première chose de laquelle il va vous faire part, c'est qu'il est stressé dans son travail et qu'il rattache lui-même, sans que vous faites cet effort, il va vous dire « j'ai de l'hypertension parce que je suis stressé ». S'il vous le dit, c'est qu'il faudrait le croire et il faudrait répondre à cette chose-là, à ce mécanisme par une meilleure option thérapeutique. Le tabac et l'obésité sont aussi des facteurs qu'il faudrait prendre en considération comme des stimulants du système nerveux sympathique. Le système, l'hyperactivité sympathique est également fortement présente chez les patients avec de l'HTA masqué. Et je vous donne ce chiffre-là, 15% de la population a de l'HTA masqué. Entre autres, c'est des patients chez qui, dans votre cabinet, ils vont avoir de la pression limite normale ou bien dans la limite supérieure, ou alors un niveau d'HTA pas très élevé, mais quand vous allez leur demander de faire de l'automesure à domicile, ou bien si vous leur placez un autre tensionnel, vous allez avoir des chiffres tensionnels encore plus élevés dans leur vraie vie.
L'HTA masqué, là aussi, c'est l'apanage des patients jeunes, tabagiques, très anxieux, stressés, avec, disons, une HTA qui est disproportionnée par rapport à son retentissement. Parlons maintenant de la fréquence cardiaque. C'est vrai que maintenant, on est clairement convaincu que l'hypertension artérielle est très importante comme facteur de pronostic, mais quand on parle de la fréquence cardiaque, on va voir maintenant que la fréquence cardiaque à elle seule, c'est un mauvais marqueur pronostic. Et quand on parle d'hyperactivité sympathique, c'est vrai que la fréquence cardiaque et la pression artérielle élevée ne sont que des marqueurs. En fait, l'hyperactivité sympathique va vraiment détruire progressivement, à feu doux, les différentes fonctions d'organes, notamment les vaisseaux, le cœur et le rein. Voilà une étude qui est très importante et je confirme ce qu'a dit mon ami Siad Mjid par rapport à la fréquence cardiaque. Quand on suit les patients hypertendus, là c'est l'étude Framingham qui a suivi les patients sur beaucoup d'années, 36 ans pour ces patients hypertendus, ben on remarque que pour ces patients-là, plus la fréquence cardiaque est élevée, et là, quand on passe à des chiffres de 75, un peu plus, même si l'hypertension est équilibrée, ben on va avoir plus de mortalité et plus de maladies coronaires et plus de mortalité cardiovasculaire. Là, c'est encore plus grave. Même ça, ce sont des patients qui ne sont pas hypertendus, mais c'est juste un suivi des patients juste sur leur fréquence cardiaque. Et on remarque aussi que plus la fréquence cardiaque de repos est normale, est élevée, plus le risque de mort subite est élevé chez nos patients. Regardez que chez les patients qui ont des fréquences à plus de 75 cycles par minute, eh ben, ils sont à un surrisque de mort subite. Parce que quand on a dit l'hyperactivité sympathique, quand on voit la fréquence cardiaque et la pression artérielle, ce ne sont que des marqueurs, c'est la partie juste, disons, apparente de l'iceberg. Dans les coulisses, il y a tous les organes, notamment le cœur, qui vont subir, disons, beaucoup d'altérations structurelles et ça va augmenter la rupture des plaques d'athérome, ça va augmenter le risque de troubles de rythme. Et chez des patients, même non hypertendus, plus ils sont à des fréquences élevées, plus ils sont à risque de mort subite. Revenons à notre tortue entre lapins. Sachez qu'une tortue vit en moyenne 100 ans, alors que le lapin vit à peine 5 ans au maximum. Est-ce que les bêta-bloqueurs sont pareils? Clairement, non. Il y a différentes générations de bêta-bloqueurs et il faudrait les choisir en fonction de leurs bénéfices sur l'hypertension, mais aussi de leur tolérance. Et quand on voit un petit peu l'évolution des bêta-bloqueurs, ben, on a différentes générations et les bêta-bloqueurs qui font le plus peur, ce sont les bêta-bloqueurs de première génération. 2 minutes. 2 minutes, ouais, Hassid. Et quand on choisit des bêta-bloqueurs de dernière génération, ben on va avoir des bêta-bloqueurs avec une forte sélectivité bêta-1 et surtout, on va avoir une meilleure tolérance et une meilleure efficacité. Donc, juste pour conclure, c'est que l'hypertension ou bien son traitement doit être individualisé. Il ne faut pas se focaliser que sur les chiffres tensionnels, essayer un petit peu de dresser le profil du patient pour justement diagnostiquer le mécanisme sous-jacent le plus prépondérant qui expliquerait l'hypertension, tout en gardant en tête qu'on est sur de l'HTA essentiel et du coup, une HTA qui n'a pas une seule cause, mais plusieurs mécanismes impliqués. D'accord? Et pour revenir aux bêta-bloqueurs, là, c'est les recommandations 2023. Il y a des indications qui sont, disons, incontournables pour les bêta-bloqueurs chez les patients hypertendus, notamment quand ils sont coronariens, quand ils ont de la fibrillation atriale, quand ils ont des troubles du rythme déjà connus, quand ils ont chez les femmes enceintes. Là, c'est des situations où les bêta-bloqueurs sont incontournables, mais il y a aussi des situations, beaucoup de situations où l'hypertension bénéficie plus des bêta-bloqueurs que d'autres molécules, notamment, comme on a vu chez ce patient-là, avec une hypertension même légère, mais avec une fréquence cardiaque au-dessus de 80. Donc, si on a des patients, beaucoup de patients hypertendus, on a des patients qui sont différents et il ne faudrait pas aller dans une logique d'avoir une seule ordonnance pour tous les patients hypertendus. Ça serait beaucoup plus simple si on avait cette possibilité, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Les patients hypertendus sont très différents et il faudrait en conséquence leur fournir la meilleure option thérapeutique et l'ordonnance qui va être aussi bien efficace, mais surtout bénéfique sur le plan mortalité cardiovasculaire. On ne va pas oublier nos deux animaux fétiches pour vous dire que
Ce qui oppose aussi la tortue et le lapin, c'est la fréquence cardiaque. La tortue a une fréquence cardiaque quand elle est en activité entre 20 et 40. Quand elle se met en hibernation, elle peut réduire sa fréquence à environ 1 battement par 10 minutes. Ça ne l'empêche pas de vivre. Alors que le lapin a une fréquence cardiaque entre 150 et 325. Je ne veux pas avoir de raccourci, mais peut-être que, comme on dit, les herbomatos, mais aussi quand on est plus lent, peut-être que c'est un gage de longévité. Sur ce, je vous remercie. Merci, professeur Asfelo, pour votre présentation C'est très moi qui vous explicite. remercie. On va prendre 1 ou 2 questions dans la salle, s'il y en a. Des questions? Non, il y a des... Merci, professeur, pour l'exposé. Est-ce qu'on peut prescrire les bêta-bloqueurs sans faire un ECG? Chez les patients hypertendus, alors chez les patients hypertendus, notamment pour une première consultation, l'ECG fait partie vraiment du bilan initial obligatoire dicté par l'OMS. Comme il y a certains bilans, un certain nombre de bilans biologiques qui sont requis, l'ECG en fait partie. Et ça va vous permettre non seulement d'avoir cette fréquence cardiaque, parce que c'est simple d'avoir sur le Dynamap, mais aussi ça va vous permettre de voir est-ce que l'hypertension est ancienne, d'accord, si vous avez des stigmates de retentissement, mais ça va aussi vous permettre d'avoir une idée sur certaines contre-indications. Et généralement, les contre-indications sont rares chez les patients un peu jeunes. D'accord, vous allez avoir moins de troubles de conduction chez les patients jeunes, mais il est obligatoire de faire l'ECG, non seulement pour prescrire les bêta-bloqueurs, mais surtout pour screener le retentissement de l'hypertension. S'il vous plaît. Une dernière question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a une prescription de la blocardie chez les sujets anxieux au long terme. Est-ce qu'il y a un retentissement sur la fonction cardiaque, ou bien on peut le garder chez les patientes anxieuses? La blocardie, c'est un super bêta-bloqueur. Moi aussi, je le prescris assez souvent. Je peux écrire par la question. Oui, parce que la blocardie, ça fait partie de la première génération des bêta-bloqueurs. Il a un effet, certes, sur le cœur et sur le rythme cardiaque de manière générale, mais aussi, c'est un bêta-bloqueur qui peut avoir des effets périphériques. C'est pour cela que chez les patients anxieux, ça va vraiment aider à contrôler aussi bien la fréquence cardiaque, qui est juste un retentissement du stress, mais aussi ça va réduire un petit peu l'hypersudation, le tremblement, enfin toutes les composantes liées au stress. Après, est-ce qu'il y a des effets secondaires sur le cœur? Ça dépend de l'état du cœur. Si le cœur a une bonne fonction systolique, ce n'est pas une contre-indication et ça ne va pas vraiment avoir de complications. Le gros risque, c'est chez les patients qui ont déjà une dysfonction ventriculaire gauche et qui va mettre ce type de bêta-bloqueur, première génération, dans la case des bêta-bloqueurs contre-indiqués. Alors que d'autres bêta-bloqueurs de deuxième et de troisième génération, j'imagine que vous avez déjà vu hier dans la session consacrée aux patients incidents cardiaques, les bêta-bloqueurs font partie du traitement de fond des patients, même avec une dysfonction ventriculaire gauche systolique. Alors, merci, professeur Asfelo. Je tiens aussi à remercier les laboratoires Merck qui ont permis de sponsoriser ce thème et accepter notre attestation pour vous remercier d'être là parmi nous. C'est moi qui vous remercie.